Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. J'ai le plaisir d'accueillir Pascal Perry. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Pascal. Alors vous êtes géographe, fondateur du groupe de recherche et de réflexion scientifique Oui à l'innovation. Et puis vous êtes surtout l'économiste des grandes gueules sur RMC. Et je sais qu'il n'est pas difficile de vous énerver. Bon, je ne vais pas avoir besoin à pousser beaucoup. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage Notre si cher principe de précaution. Alors pourquoi dites-vous qu'il ne faut pas opposer les agricultures, la petite agriculture et la grande agriculture? D'abord parce que je crois que les consommateurs ont besoin des deux, parce que notre pays a besoin des deux, parce que nous avons des géographies diversifiées. Nous avons la chance de vivre dans un pays où il y a une très grande façade maritime, il y a des massifs montagneux, anciens, plus récents, de grandes zones de plaine. Il y a également un goût pour les consommateurs pour une gastronomie large, un assortiment extrêmement large et très profond. Donc nous sommes le pays de la diversité, et donc il est normal que l'agriculture soit le reflet de cette diversité. Je dirais même que c'est parce que nous avons cette géographie et cette agriculture que nous avons une très large diversité dans notre gastronomie, et que nous devrions être encore par nature, parce que c'est notre vraie identité, le premier grand pays agricole d'Europe. C'est une place qu'il faudra d'ailleurs reconquérir à l'occasion. Alors, à part un certain nombre d'agriculteurs, je pensais qu'il n'y avait personne qui pouvait défendre le glyphosate. Vous défendez l'utilisation pour certains usages. Alors, je ne suis pas un ami du glyphosate. Je veux dire, j'en consomme pas le matin au petit déjeuner. Je dis simplement que c'est un produit qui existe depuis 1974, qu'on n'a pas trouvé de substitut, et que d'un seul coup, en quelques mois, il faudrait imaginer des solutions alternatives. J'observe simplement qu'il y a sur ce point un manque de transparence dans la communication. Premier point, on a un rapport du Centre international de recherche contre le cancer qui nous dit que le glyphosate est un cancérogène probable. Et puis plus récemment, une étude d'un grand groupe de chercheurs du secteur public aux États-Unis, avec un travail épidémiologique, une étude épidémiologique. Donc on évalue les conséquences du produit sur une cohorte de 90 000 personnes. Et là, les conclusions sont strictement inverses. On en entend assez peu parler, et la doxa, si vous voulez, c'est que le glyphosate est associé au cancer. Or, plusieurs remarques à ce sujet. Premier point, les agriculteurs ont appris à l'utiliser dans des conditions qui sont des conditions de sauvegarde des intérêts de l'environnement et des consommateurs eux-mêmes. Et par ailleurs, le glyphosate n'est pas utilisé partout. Donc j'ai l'impression que c'est un peu un procès en sorcellerie. J'aimerais bien, et c'est l'objet des réflexions que nous avons, j'aimerais bien qu'on remette un peu de science dans tout ça. C'est-à-dire qu'on sorte des postures, qu'on sorte de la peur. C'est très facile de dire aux consommateurs qu'on peut nourrir le monde avec une agriculture sans pesticides. Or, les historiens le savent, l'agriculture a été inventée 4000 ans avant Jésus-Christ dans la région du Levant. Et depuis que l'agriculture est agriculture, on utilise du cuivre, on utilise du soufre, on utilise des aliments pour les plantes. Et quand elles sont malades, comme nous d'ailleurs, on utilise des médicaments pour les plantes. Sans conséquence, dans la plupart des cas, pour la santé humaine. J'observe que la période d'utilisation du glyphosate en France, de 1974 à nos jours, est une période pendant laquelle l'espérance de vie en bonne santé n'a cessé de croître, ce qui semble quand même signifier, quand on a un tout petit peu de logique, de bonne logique en tout cas, que notre alimentation ne nous empoisonne pas. Aujourd'hui, on ne respecte pas la vérité scientifique. Peut-être les médias en particulier ne respectent pas cette vérité. Alors, les médias aiment les choses simples. Alors, il y a aujourd'hui, c'est un peu compliqué, je vais juste une seconde rentrer dans le détail. Qui fait l'opinion aujourd'hui en France? C'est essentiellement la télévision. Et dans la télévision, il y a deux grandes familles. Il y a les chaînes généralistes et puis il y a les chaînes d'infos. Les chaînes d'infos sont en situation de concurrence les unes avec les autres, et c'est elles qui déterminent les grands sujets. Bien, elles sont en situation de concurrence, donc quand on est en concurrence, on cherche à se démarquer. Évidemment, l'argument le plus puissant, c'est celui de la peur. Quand on est capable d'attirer l'attention avec des informations de caractère spectaculaire, des théories souvent séduisantes mais fausses, quand on est en situation d'attirer
l'opinion, bah, évidemment, ça crée un flux d'audience. Et je crois que la vérité scientifique, si vous voulez, pour dire les choses plus simplement, elle est prise au piège de la concurrence que se livrent aujourd'hui les grands médias pour influencer l'opinion. Vous allez même plus loin, parce que vous dites, aujourd'hui, quelque part, même la société civile ne devrait pas interférer avec la science. Alors oui, je dis, c'est une formule pour résumer les choses, je dis que le progrès scientifique ne se décrète pas au suffrage universel. C'est-à-dire que je ne demande pas à l'opinion, je ne suis moi-même j'ai fait des études d'économie et de géographie, je ne suis pas chimiste. Je suis incapable de me prononcer sur la nature des molécules. En revanche, nous avons dans nos pays des instituts indépendants des industriels, souvent indépendants des organisations non gouvernementales aussi, qui sont peuplés de scientifiques érudits, à qui on a enseigné souvent science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc c'est non seulement des scientifiques, mais c'est en même temps des gens qui pensent la science et qui pensent la société. Je crois qu'il faut leur faire confiance, je crois que c'est à eux de dire ce qu'il est possible de faire, ce qui est dangereux, ensuite au corps social de l'arbitrer, mais ça n'est certainement pas au corps social de se prononcer à main levée au suffrage universel pour dire si une innovation est bonne ou une innovation est mauvaise. La France, pour vous, est un petit pays. À l'échelle mondiale, il ne faut pas imaginer que c'est une grande puissance. Non, je n'ai rien inventé là. Hein. C'est la réalité. 65 millions d'habitants sur 7 milliards et demi, à peu de choses près. Et vous dites que sans l'innovation, la France ne sera rien. Je dis que compte tenu du confort social qui est le nôtre, que nous devons financer, tout ce que nous avons, la sécurité sociale, les systèmes de retraite, l'aide à l'enfance, les politiques familiales, tout ça doit être financé. Et évidemment, c'est incorporé au coût de production. C'est très bien, d'ailleurs, je considère que c'est un vrai progrès, enfin, que c'est un acquis qu'il faut conserver. Mais ça signifie, entre autres conséquences, que le coût du travail est élevé en France. Donc la vocation d'un petit pays en quantité, dans un univers très concurrentiel avec un coût du travail élevé, sa vocation c'est de produire de la valeur ajoutée. Or, comment on produit de la valeur ajoutée? On produit de la valeur ajoutée en innovant, c'est-à-dire en mettant le pied dans l'inconnu, en frottant le connu et l'inconnu, et en recherchant des innovations qui vont pouvoir produire de la valeur ajoutée. En fait, les économistes parlent de multiplicateurs de valeur. Je crois que notre pays il est confronté à ça. Il faut identifier des multiplicateurs de valeur. Il y en a dans le domaine agricole, il y en a dans le domaine spatial, on a l'industrie du médicament en France. Enfin, on a des secteurs de haute performance. Et donc, pour en revenir au principe de précaution qui était le point de départ de notre conversation, de notre échange, il ne faut pas que le principe de précaution soit un principe d'inaction. Il faut que ce soit un principe d'action parce que, à ce stade, compte tenu de la pression qui est exercée sur l'opinion par certains groupes constitués, on est passé de la précaution à la prudence, de la prudence à la passivité et de la passivité à la marche arrière. Donc tout le monde comprendra que si la France n'innove pas, eh bien, elle aura un petit rôle dans la mondialisation et nous en paierons le prix. Pascal Perry, est-ce que vous connaissez la Normandie? Je la connais et je l'aime, à l'évidence. Écoutez, bonne table, joli paysage, façade maritime, grande tradition. Il y a un seul truc qu'on peut leur reprocher, c'est d'être au fond des descendants de Vikings. Mais malgré tout, les Normands sont précieux pour la communauté nationale. Et on a un intrus sur le plateau. Bon. Un véritable intrus qui a en plus des difficultés. Est-ce qu'il vient de loin? J'ai l'impression. De Normandie peut-être. De bas, d'accord. Je suis curieux de voir la suite. Oui. Bon. C'est très appétissant. Ouais.
Olivier Guittel, bravo. Et il parle en plus. Olivier Voilà. Guittel, bonjour. Vous êtes agriculteur et clown. C'est quoi votre vie? Oui. Donc, oui, je suis agriculteur, donc céréalier entre Mantes-la-Jolie et Évreux. Donc, toute bordure Normandie et Île-de-France, sur une exploitation céréalière. Et en fait, aujourd'hui, je suis à 75% clown et le reste, donc. Ça veut dire que ça paye mieux d'être clown que céréalier? Alors, ça dépend si la richesse est teintante et trébuchante ou humaine. Il se trouve que sur un plan de rapport humain, de relation, je suis plutôt gagnant avec le clown, puisque c'est une activité qui permet de rencontrer des gens que j'aurais jamais eu l'occasion de côtoyer en restant sur mon exploitation. Parce qu'aujourd'hui, être sur une exploitation céréalière, ça veut dire être isolé? Un peu, un peu. Je constate que globalement, c'est un peu ça qui m'a fait démarrer en fait le spectacle. Hein. C'est qu'au début, je faisais pas trop l'effort d'aller à l'extérieur, expliquer ce qu'on fait. Je pense que beaucoup d'agriculteurs ont un peu ce travers-là de ne pas communiquer sur leur activité. Et du coup, c'est d'autres gens qui le font à leur place et pas forcément avec les mots qu'ils auraient choisis eux-mêmes pour le faire. Donc, amis agriculteurs, si vous voulez qu'on parle de vous, faites-le vous-même. Et comme ça, vous serez sûr d'avoir le discours qui correspond à ce que vous avez envie de dire. Alors, Olivier, on est venu vous filmer il y a quelques années déjà. Vous étiez sur votre exploitation et le soir, vous étiez clown dans les hôpitaux, justement, avec des enfants malades. C'était vraiment une très belle initiative. Vous avez depuis monté un chapiteau. Racontez-nous un peu. Alors, en fait, il se trouve que j'ai eu en 2012 des mouvements de terre, comme ça arrive beaucoup sur les exploitations agricoles. Mes propriétaires ont repris leurs biens et du coup, ça a été l'occasion de rebondir sur mon activité de spectacle que j'ai donc décidé de professionnaliser. Et donc, on a ouvert un petit théâtre sur la ferme qui n'a pas eu son permis de construire puisque, en fait, un théâtre sur une exploitation agricole n'existe pas, ne peut pas exister. C'est pas possible. Non, c'est pas prévu dans les textes et du coup, voilà. Et du coup, j'ai installé un chapiteau de cirque parce que là, du coup, c'est une construction nomade et c'est pas soumis aux mêmes prérogatives. Et depuis, la compagnie, en fait, rassemble 5 clowns permanents et une quinzaine de clowns ponctuels qui ont un autre métier, qui ne sont pas que clowns. Les 5 permanents ne font pratiquement que ça. Et puis après, on a des soutiens, des gens qui ne sont pas clowns, mais qui font la cuisine, qui mettent les chaises, qui font le parking, qui font tout ce qui est... Et ça marche bien. Oui, ça marche très bien. Ouais. Donc, comme quoi, il y a possibilité toujours de créer des choses dans sa ferme. Quel regard vous portez sur l'évolution de l'agriculture aujourd'hui? On doit aller de plus en plus vers des doubles métiers? Alors non, je ne pense pas que ma solution à moi soit la panacée universelle. Chacun trouve midi à sa porte. Il se trouve que moi, ça a été ma solution. C'était à la fois un souhait, enfin un désir, et puis ça correspondait bien à mon style de vie. Et du coup, je ne voulais pas choisir entre l'agriculture et le spectacle. Et donc, j'ai mené les deux de front. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui intervient sur l'exploitation. En fait, j'ai commencé par le cercle d'échange qui faisait ponctuellement quelques activités sur ma ferme. Un cercle d'échange, pour expliquer, Pascal Perry, c'est les agriculteurs qui se mettent ensemble pour prêter du matériel ou l'homme et le matériel. Voilà, c'est une espèce de banque d'échange de matériel et de moyens de production. Il n'y en a qu'un qui marche, il est en Normandie. Et voilà, c'est le nôtre. et puis ensuite, comme je faisais faire de plus en plus de choses, parce que moi j'étais de moins en moins disponible, en fait, j'ai passé un deal avec un jeune agriculteur qui voulait s'installer mais qui n'avait pas la surface. Et en fait, on travaille ensemble et ça se passe super bien. Bon, très bien. On va accueillir un autre artiste. Il s'agit de Singe. Je vous demande de l'applaudir. Voilà, il va... Singe, d'abord, on va passer un peu au côté interview. Bonjour, ça va? Bonjour. Asseyez-vous. Alors, Singe, vous faites de la soule camembert, c'est ça? C'est quoi la soule camembert? Exactement. Bonjour on à tous. On reste en Normandie quelque part, hein? Merci de l'invitation. Juste avant de commencer, on n'aura pas le temps du tout de débattre, mais je tenais à marquer peut-être mon désaccord sur les opinions de monsieur avant de commencer, mais on n'est pas là pour ça. Mais alors dites pourquoi? On n'est pas vraiment là pour ça, mais je trouve que le progrès, c'est pas parce qu'on peut faire les choses qu'on doit les faire, et je pense que au contraire, la société civile a un poids
à apporter sur ce que fait la science et la recherche. Elle a probablement à l'arbitrer, mais la société civile n'est pas scientifique. Ça, c'est une évidence. La science aux scientifiques. Et chacun à sa place, les vaches seront bien gardées. Bref, la soule camembert. La soule camembert, pour revenir. Ouais, la soule camembert, c'est un terme un peu comme ça, dichotomique. Je ne sais pas si le mot existe, mais c'est moi, ce qui m'a sauvé dans ma vie aux périodes où j'étais vraiment pas bien, c'est la soul, c'est la musique qui vient de l'âme, c'est la musique américaine, une musique de résistance, une musique d'affirmation de soi face à l'oppression. Et c'est la musique que j'écoute et c'est la musique que je fais du coup naturellement. Après, pourquoi camembert? Pourquoi camembert? Moi, je suis pas américain. J'ai vécu des formes d'oppression dans ma vie, mais j'ai pas vécu ce qu'ont vécu les gens là-bas. J'assume mon identité de français, quoi. Je suis un jeune français blanc de classe moyenne et j'écris en français, je chante en français. Je fais de la musique qui sent fort aussi. La fourrure a peut-être quelque chose à voir là-dedans, mais voilà. D'accord. Donc votre groupe va s'installer. C'est le moment ou jamais. Vous vivez où là actuellement? Moi, je vis à Paris. D'accord. Quelle vision vous avez de l'agriculture? Je vois beaucoup de plus en plus de gens qui sont, comme moi, pas du tout satisfaits de ce que font certaines grosses sociétés. Et je vois beaucoup d'initiatives que prennent les gens pour se mettre leurs compétences en commun, partager, utiliser les nouvelles technologies pour plus de raisonnement et pour avoir des produits plus sains. Voilà. Donc il y a de gros problèmes dans la manière dont le monde, de manière générale, gère l'agriculture, avec des choses parfois qui vont à l'outrance et qui nous font tomber malades. Et je pense que voilà. Et ça passe pas que par le tuyau des médias? Vous ne pensez pas que c'est uniquement l'image qui est projetée ou c'est la réalité? Mais il faut aller sur le terrain. Est-ce que vous avez l'occasion d'aller rencontrer les agriculteurs, comme par exemple Olivier? Oui, j'en ai déjà rencontré, j'en connais. Je me suis intéressé à des études scientifiques et il y a des arguments très scientifiques, justement. Les scientifiques le disent. Donc voilà. Et moi, je vois beaucoup de gens aussi qui se responsabilisent et qui utilisent aussi les nouvelles technologies pour apporter de nouvelles choses, quoi. Je trouve ça très bien. On va vous donner le mot de la fin et le mot de la fin en chanson. Je vous laisse vous installer. Pendant ce temps, je vais remercier un peu tous nos invités. Olivier Guittel, merci beaucoup. On vous retrouve sur votre théâtre ou comment vous sur Allô, Internet? moi, compagnie Étincelle Bouillasse. Retenez bien ce nom, compagnie Étincelle Bouillasse. Et sur Internet? Et sur Internet, bien sûr. Pascal Perry, merci beaucoup. Et je vous en prie. Très heureux de vous avoir accueilli ici. Et puis on écoute donc de la soule camembert pour finir cette émission. Le jack de guitare doit être quelque part. Ah, le voilà. Merci Jean-Paul. Si vous êtes prêts? Vous êtes prêts? All right. Salon de l'agriculture, vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Un shot de gin et de tequila et puis la dose de MDMA. Ce soir tu bouges tes fesses. Ah, bouge tes fesses. Tous tes problèmes disparaissent dès que tu bouges tes fesses. Que je sois la star ou la première partie, même au fond d'un party, c'est moi je leur dis, bouge tes fesses. Ah, bouge tes fesses. Tous tes problèmes disparaissent dès que tu bouges tes fesses. Ça c'est comme ça qu'elles m'ont appelé. Je secoue la queue depuis que je suis né, puis je bouge mes fesses. Ah, je bouge mes fesses. Tous tes problèmes disparaissent dès que tu bouges tes... Allez, bouge les affaires. Hey, hey, hey. Wow. Yeah. Bouge tes fesses. Grosse plate, c'est pas ça le problème. Pour dresser nez, faut que tu sois toi-même et que tu bouges tes fesses. Ah, bouge tes fesses. Tous tes problèmes disparaissent dès que tu bouges tes... Ouais, si tu crois que ta meuf kiffe plus, faut que t'arrêtes de te plaindre et que tu secoues ton cul. Allez, bouge tes fesses. Ah, bouge tes fesses. Tous tes problèmes disparaissent dès que tu bouges tes fesses.
c'est le jerk. Si t'es jeune, laisse-moi voir ton twerk. Allez, bouge tes fesses. Ah, bouge tes fesses. Tous tes problèmes disparaissent dès que tu bouges les... Allez, bouge tes fesses. Ah, 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 yeah. Na, 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 na. Ah, ah, bouge, 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 bouge tes fesses. Envie de dire à ceux qui lâchent des bombes ou cognent leur meuf, pourquoi tu fais chez le monde? Au lieu de ça, bouge tes fesses. Ah, bouge tes fesses. Tous tes problèmes disparaissent dès que tu bouges tes... Allez, bouge encore. Bouge tes fesses. Ah, ah, yeah, yeah, yeah. Na, 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 na. Ah, ouais. Allez, bouge encore. Merci.